Bonjour à tous, ça me fait plaisir d'accueillir aujourd'hui Mir Mostafavi et deux membres de son équipe, donc Mike Prescott et Juan Mansilla. Je prononce bien, Juan? Oui, c'est correct. Ils sont tous deux stagiaires postdoctoraux donc au centre de recherche. Donc, Mir et son équipe aujourd'hui vont nous présenter leurs travaux en mobilité et accessibilité, donc notamment sur l'intelligence de lieu au service de participation sociale des personnes ayant des incapacités. Donc, vous avez à peu près 40 minutes pour présenter, puis on va se garder 20 minutes de questions, d'échanges à la fin avec les gens présents. Je demanderai à tout le monde de garder les micros fermés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat, on pourra les reprendre, mais vous pourrez aussi lever la main au moment de la séance de questions pour qu'on vous donne la parole et puis poser directement votre question. Donc, ces détails étant passés, Mir, à toi, à toi la parole. Je te laisse aller. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour être présents et merci Thierry et Charles pour nous avoir sollicité pour cette présentation. Donc, on est content de pouvoir partager nos travaux et les derniers développements concernant le projet Mobilistic et aussi le laboratoire de mobilité intelligente ou Mobility Sensing Lab, on va en parler très brièvement. Et donc, on va enchaîner avec la présentation de Mike Prescott, qui est présentement à Vancouver, et Juan Mansilla, qui est à Québec. Donc, on va vous donner différentes perspectives, évidemment, des travaux qu'on fait ensemble. Donc, les travaux que je présente, évidemment, ça remonte au fait que je suis membre du Centre de recherche en géométrie, en données et intelligence géospatiale, et aussi le Centre de recherche OSIRIS, dont la mission est évidemment aider à la participation sociale des personnes avec des incapacités. Donc, juste pour vous donner une idée, notre recherche se place dans un contexte où on parle plus de 6 200 000 personnes avec des incapacités. Et si on mettait ces personnes-là dans un contexte des familles et des proches, évidemment, on remonte à presque toutes les familles, en quelque sorte, on est touché par ça, soit par des handicaps ou évidemment le vieillissement de la population aussi, qui nous amène aussi d'autres dimensions d'handicap. Donc, la participation de ces personnes, évidemment, c'est important et que leur mobilité, c'est un enjeu crucial pour aider à améliorer la participation de ces gens-là dans la société, pour aider à leur éducation, loisirs et d'autres activités quotidiennes. Donc, évidemment, quand on regarde notre environnement, comment c'est bâti, tout de suite, on remarque que c'est fait pour de la population et sur une perception qui voit les gens plus sans incapacité. D'accord? Donc, évidemment, ce genre d'environnement, ça amène beaucoup de limitations pour la mobilité des personnes avec des incapacités et évidemment, la cause devient exclusion sociale. Et c'est dans ce contexte-là qu'on dit il y a maintenant beaucoup de volonté en fait, au niveau international, au niveau des gouvernements. Vous allez voir aussi, évidemment au Canada aussi, qu'on puisse donner évidemment à tous les citoyens l'accès égal aux infrastructures et aux services. Et dans ce contexte-là, évidemment, toute approche comme les efforts qu'on fait depuis plusieurs années dans le contexte des villes intelligentes pour vraiment faciliter cette participation-là éventuellement pour ces personnes. Donc, évidemment, c'est là qu'on on a l'objectif d'aider à améliorer la participation sociale de ces personnes-là. Au Canada, si on mettait dans le contexte canadien, la loi qui permet vraiment de renforcer, évidemment, et en quelque sorte exiger toutes les
paliers de gouvernement, au niveau fédéral, provincial et finalement au niveau de nos villes, qu'il y a des actions concrètes pour créer des environnements inclusifs pour aider à la participation de ces gens-là. Donc, ça veut dire dans toute dimension, ça veut dire éducation, travail et évidemment la mobilité, c'en est un très, très important qui est comme à la base de toute autre activité. Donc, c'est dans ce contexte-là que moi, je travaille depuis quelques années et que le laboratoire de Mobility Sensing Lab ou mobilité intelligente, qui est financé par la Fondation canadienne d'innovation, est mis en place pour aider évidemment à ces objectifs de création autant des environnements intelligents et aussi autant de technologies qui pourront aider aux personnes avec des incapacités dans leur mobilité et participation sociale. Donc, ce laboratoire-là, évidemment, c'est équipé avec des technologies de fine pointe pour l'acquisition de données, pour étudier aussi les interactions des personnes avec des environnements réels et virtuels, dont, supposons, des équipements de LIDAR, des équipements qui nous permettent d'explorer un environnement réel et virtuel en mesurant aussi comment on interagit, supposons par l'effet qu'on regarde, on perçoit par notre sens de vision et de mesurer ça, donc de comprendre en fait comment on est différent dans nos interactions avec l'environnement. Et ce, dans des différents contextes, que ce soit l'environnement même et l'humain en soi. Supposons qu'il y a des capteurs biométriques qu'on a dans le laboratoire ou en train d'acheter. Et ça nous permet aussi d'étudier, supposons, de la mobilité dans des contextes, supposons, stressants, supposons dans un arrêt supposons dans un métro, si on veut donner un exemple, ou à l'aéroport, pour voir comment finalement ça affecte nos prises de décision et surtout comment ça affecte la mobilité des personnes avec des incapacités. Donc, évidemment, ça nous met aussi dans les nouveaux mouvances de recherche aussi vers des jumeaux numériques 3D dynamiques, donc dans lesquels l'environnement en soi, dans lequel on fait la mobilité est dynamique, et aussi l'humain et ses facteurs personnels sont évolutifs et que finalement, les deux ensemble interagissent en temps réel. Et c'est là que ça, pour comprendre vraiment notre comportement de mobilité, ça nécessite de mettre ces deux-là ensemble, d'étudier dans un environnement virtuel, de tester et simuler ces comportements-là et que finalement, arriver à faire des interventions dans la réalité. Et ça, juste pour vous donner un exemple d'équipement qui nous permet de voir, supposons une personne en chaise roulante, comment quels sont les éléments vraiment spécifiques là, qui fait que ça attire son attention et comment on peut mesurer et juste pour vous donner une idée de ça devienne en termes de complexité, là, très complexe pour dire comment on peut séparer c'est ce qui est comme attraction d'attention pour la mobilité et c'est ce qui est de distraction dans ce genre de données. Alors, présentement, on étudie ça dans le cadre d'un projet de doctorat. Plus tard, je vais venir très brièvement là-dessus. Donc, quelques éléments sur projet mobilistique. Donc, je vais aller vite. J'ai beaucoup de slides. Donc là, on parle dans le contexte de projet mobilistique de développer une technologie d'assistance à la mobilité, un peu comme ce qui est Google, l'outil de navigation de Google, mais évidemment adapté au contexte d'accessibilité et qu'on veut mettre ça à disposition des personnes en chaise roulante pour commencer, mais évidemment d'autres profils de personnes. Tous ces développements se basent
sur un modèle conceptuel qui est vraiment à la base de beaucoup de, disons, activités de recherche aussi au CIRIS, dans lesquelles on parle de modèle PPH. Un des collègues qui a travaillé fort pendant longtemps dans ça, c'est Patrick Fujirola, docteur Patrick Fujirola, et qu'il faisait partie d'ailleurs de notre équipe de recherche. Donc, et ça rejoint aussi très fortement à des missions qu'on a au Centre de recherche en données et intelligence spatiale, c'est-à-dire les facteurs personnels émis disons, en interaction avec des facteurs environnementaux. Et l'étude des deux sont importants pour rendre une réalisation d'une activité possible. Donc là, on parle des habitudes de vie, comment ces interactions-là peuvent aider, donc soit capacitantes, ou plutôt, disons, nuire à la réalisation de ces habitudes de vie. Donc là, on avait commencé à décortiquer vraiment tout le détail de l'environnement et comment on interagit. Donc là, on parlait de mobilité, une ontologie pour la mobilité des personnes avec des incapacités. Et en venant côté environnement, évidemment, c'était l'enjeu de mesure. Donc là, c'est vraiment, ça nous amène à une acquisition de données achetées. En fait, c'est une nécessité parce qu'on peut parler de trottoir, mais on peut parler aussi de l'accessibilité d'un bouton sur un poteau pour traverser une rue ou tourner une poignée. Donc là, on a besoin de modéliser l'environnement à un niveau de détail que ça n'a jamais été vraiment disons, enjeu dans des applications traditionnelles de la géométrie. Donc, c'est là qu'on s'intéresse à aller chercher de l'information de l'environnement. Et évidemment, cet environnement-là est dynamique. Il y a la présence de la population sur le trottoir, des constructions, la précipitation, la neige, tout ça, ça devient un enjeu. Et ça, ce n'est pas seulement pour des personnes avec des incapacités, finalement, une maman avec une poussette ou des personnes âgées ou d'autres. Donc, ça devient vraiment un enjeu avoir ces informations-là qui évoluent dans le temps. Donc, ça prend un œil dans l'environnement, en fait. Et ça, ce n'est pas toujours, évidemment, possible. De plus en plus, l'arrivée des technologies qui nous permet d'épandre ça dans l'environnement, des capteurs qui coûtent de plus en plus moins cher ou qui sont déjà intégrés dans des technologies comme des téléphones intelligents ou d'autres technologies qu'on utilise, des autos. Donc, finalement, ça nous amène différentes sources de données pour pouvoir s'informer sur l'environnement. Un petit exemple d'acquisition de données sur la qualité de chaussée par une entreprise québécoise qui était comme montée à bord d'une bicyclette qui permettait de mesurer la vibration de bicyclettes sur le trottoir et qui nous amenait l'information sur la qualité de chaussée ou des données, il y a quelques années avec les données LIDAR aéroportées qui nous amenaient aussi des informations qui étaient meilleures que ce qu'on avait dans les bases de données traditionnelles de la ville, mais que, évidemment, encore, c'était limité pour le genre de choses qu'on voulait faire. Les données ouvertes, ça aide beaucoup. Et ça nous amène surtout l'effet que ça s'est maintenu relativement à jour, donc ça nous permet d'aller un peu plus loin avec ces données-là. Et surtout, l'humain comme senseur, c'est sûr que le crowdsourcing, c'est une source de données vraiment précieuse pour ce genre d'application où on n'a pas encore la technologie épandue dans l'environnement. Donc, c'est sûr que ça nous permet de analyser et fouiller dans ce genre de données pour permettre à amener des informations sur l'obstacle et facilitateur qui est plutôt dynamique et changeante dans l'environnement. Mais évidemment, les capteurs, ça joue un rôle très important, que ce soit les caméras ou LIDAR ou d'autres données qui peuvent être de façon continuelle, des images qui peuvent nous aider à mesurer l'environnement.
Par contre, c'est sûr que ces données-là sont importantes, mais l'enjeu, le grand enjeu, c'est l'infrastructure qui prend pour le traiter et aussi les méthodes, surtout les méthodes qui devraient de plus en plus être automatisées pour nous permettre vraiment de prendre ce qu'on veut, pas tout. Donc, c'est là qu'on vient aussi dans une autre mouvance de la recherche qui est intelligence artificielle et des méthodes qui étaient là pour certaines et que de plus en plus, évidemment, sont renforcées et que nos technologies et infrastructures de calcul nous permettent de les appliquer dans de différents contextes d'application, évidemment, pour pouvoir automatiser, semi-automatiser l'extraction de l'information. Donc, ici, je donne deux exemples des travaux qu'on a réalisés. Un poteau intelligent en collaboration avec Qualitech, une entreprise encore québécoise, qui était installé devant Ciris. Et là, c'était évidemment les données qu'on captait. Ça pourrait être images, des données d'environnement, mais aussi, je parle de, supposons, mesure de température, la température de surface et voir s'il y a la glace, la neige et aussi des vidéos, mais on n'était pas rendu sur les vidéos parce qu'en quelques minutes, ça nous amenait tellement de données que finalement, on n'était pas capable vraiment de traiter ça ou même transmettre ça. Disons que ce sont encore même des enjeux là pour traiter ce genre de transmettre, acquérir, transmettre et traiter ces données-là pour ce qu'on veut faire. Donc, c'est là qu'on a appliqué certaines méthodes. Je ne vais pas trop attarder ça, on n'a pas beaucoup de temps, mais pour dire que c'était un début pour appliquer ce genre de méthodologie comme YOLO version maintenant, évidemment, les versions plus récentes, avec une étudiante qui maintenant commence à notre laboratoire, Ali Ahmadi, d'ailleurs membre de CRDIG. Et une autre étudiante qui a fini l'année passée en analysant plutôt les données LIDAR pour l'accès au commerce à Vie au Québec, comme vous voyez les images qui peut-être vous pouvez reconnaître. Et l'idée, c'était de dresser une liste des informations sur, supposons, la détection de trottoirs, de portes, escaliers ou poubelles. Finalement, tout était important au niveau d'accès, évidemment, au trottoir et aussi, finalement, pouvoir entrer, supposons, dans un restaurant. Si, supposons, mon enfant ou une autre personne veut planifier son arrivée dans disons, un restaurant à Vieux-Québec, est-ce qu'il est capable vraiment d'y aller? Donc, c'était là l'enjeu. Et évidemment, on avait collaboré avec une entreprise encore québécoise, Trifit, vous connaissez l'entreprise, pour pouvoir acquérir des données détaillées avec le lidar terrestre et finalement pouvoir traiter ça. Là, on parlait d'apprentissage profond. C'est ce qui nous limitait pour appliquer ce genre de méthode, c'était des données aussi d'apprentissage mon étudiant avait pris dans une base de données plutôt venant de l'Europe, Paris-Lille qui s'appelait, et qu'on voyait que la morphologie des objets, c'était différent et ça affectait le résultat ou la réussite de notre usage de ce genre de méthode-là. Donc, quand même, on a pu réussir pour certains types d'objets pour lesquels on avait aussi, disons, un bon nombre d'exemples déjà inclus dans notre base de données d'apprentissage, mais que finalement, c'était encore limité et qu'on continue les efforts avec l'arrivée d'un autre étudiant au lab. Donc, je vais enchaîner. Oh, c'est quoi ces lignes-là? Donc, je vais continuer, je ne sais pas c'est quoi ces lignes. Donc là, le captage de l'environnement, on en a parlé. Ici, on parle de captage de, finalement, la perception de la personne. Comment il se sent capable par rapport à quand il fait face à, supposons, une pente très forte ou une présence de la neige ou et quand il veut traverser une intersection. Comment on peut savoir est-ce que la personne peut le faire ou non. Donc, il y avait différentes façons de faire, mais le mieux, c'était finalement de demander à la personne et sa perception de pouvoir réaliser l'activité de mobilité et ensuite ramener ça à l'environnement plus large, finalement, avec ses skills.
ils se sentent capables de faire. Et c'est ça qui nous a amené à combiner ce qui est les caractéristiques de l'environnement et les facteurs personnels pour pouvoir suggérer des trajets avec des différents niveaux d'accessibilité. Donc ici, vous avez un exemple de un trajet qu'on a suggéré, qui ça serait évidemment très différent de ce qu'on peut obtenir de Google. L'agrégation de ce genre d'informations, ça nous permet aussi de donner un outil de prise de décision aux planificateurs en ville pour pouvoir intervenir dans l'environnement et améliorer l'accessibilité de infrastructures urbaines pour la mobilité. Donc, juste quelques points et je finis. Après, ça sera Mike qui va continuer. Je voulais vous donner un peu aperçu de ce qui est en cours. Une des choses que bientôt on finit une première version, c'est la version mobile de notre application. Donc, c'est Ayman Brahim qui travaille actuellement sur ce projet-là. Donc, en fait, finalement, ça nous permet d'avoir notre application, une vraie application mobile utilisable présentement pour le système Android, mais qu'on a la possibilité d'étendre ça pour iOS aussi. Donc, présentement, l'application, évidemment, on travaille un petit peu sur la multimodalité de transmission de l'information aussi en termes de vocal ou vibration ou d'autres possibilités d'utiliser des capteurs qui sont en fait des instruments qui sont intégrés dans les téléphones. Un autre projet en cours, Mohamed Bahloul, où on combine le déplacement piéton et le déplacement en bus. Comme on peut voir un excellent exemple ici, là, voir que certains arrêts de bus ne sont pas cotés accessibles présentement. Donc, ici, vous avez un exemple de trajet en haut dans l'image, première image, et en bas, j'ai encerclé l'image où la personne en chaise roulante serait obligée de descendre plus loin que peut-être une personne sans incapacité, parce que l'arrêt est côté non accessible, celui qui est plus proche. Donc, il doit aller plus loin, descendre et revenir. Donc, ce genre d'enjeu dans le projet de Mohamed qu'on regarde. Projet de Sanaz Azimi, évidemment, c'est là qu'on s'intéresse à utiliser le eye tracking pour voir une personne en chaise roulante, quels sont les éléments importants pour sa mobilité et finalement d'être plus sensible dans l'acquisition de données pour ça et amener plus de rigueur dans ce qu'on propose en termes accessibles. Dans tout ça, l'enjeu de positionnement qui est vraiment dans la mission même de la géomatique, c'est vraiment important. Même avec l'avancement technologique, là, on est très limité encore pour ce genre d'application quand on a besoin vraiment de la position, quand il faut que les instructions sortent au bon moment, mais encore là, on est limité avec les capacités de téléphone. Je ne parle pas des récepteurs GPS qui coûteraient 30 000 $, mais plutôt quelque chose qui coûterait quelques dizaines ou centaines, plutôt dizaines de dollars, et qui nous permettrait d'avoir la position exacte de la personne pour pouvoir lui donner l'instruction qui est compatible avec l'environnement où il est présent. Un projet qui est en fait vers la fin, Ali Afrantoloui, qui travaille sur la mobilité intérieure et on regarde les enjeux d'accessibilité, la lisibilité de l'environnement intérieur et c'est là qu'en fait, on enchaîne dans un nouveau projet aussi qui démarre, qui s'appelle Immobilité, avec mon collègue François Routier, et qu'on s'intéresse vraiment à des grands établissements, supposons santé, comme des hôpitaux où les personnes âgées et personnes avec des incapacités souhaiteraient finalement recevoir un service de santé, mais que finalement, des fois, ils sont perdus dans des couloirs longs de ces établissements-là. Donc, on essaierait d'aller plus loin. Donc, je termine en mentionnant le nom de Mariam Jafari qui commencerait son doctorat très bientôt au Centre de recherche en données et intelligence géospatiale. Donc, j'arrête ici. J'ai eu mon 25 minutes. Et donc là, je vais demander à Mike pour commencer. Mais finalement, pour dire qu'en terminant, là, c'est ce qui est, disons,
c'est ce qui est caractéristique de cette recherche-là, évidemment, c'est de mettre l'humain dans son environnement et étudier le comportement de mobilité de la personne. Et c'est sûr que c'est là que ça nous amène à beaucoup d'enjeux, que ce soit lié du côté étude de l'environnement et établissement des environnements intelligents, intérieurs, extérieurs, mais aussi de s'intéresser plutôt à la personne, ses facteurs personnels et voir comment les deux ensemble, ils interagissent. Donc là, c'est là que des nouvelles technologies, ça nous aide beaucoup dans ce contexte-là. Et ça nous amène aussi dans un contexte de recherche qui est lié à la mouvement, finalement, le nouveau concernant le jumeau numérique 3D et dynamique, et que finalement, ça devienne un ensemble, tout dans une perspective écosystémique qu'on regarde ça. Merci beaucoup pour votre attention. Je vais inviter Mike de commencer sa présentation. Mike, it's your turn. Donc, je vais départager. We can see my PowerPoint? Yes. Okay, excellent. So I have absolutely no idea what Mir just said because unfortunately I don't speak very much French, and I apologize if there's some overlap. But I think from what I could gather, what I'm going to be talking about is sort of underneath a lot of the technology that Mir was discussing in terms of what it's really like as a person. I'm a person with a disability. I've used a manual wheelchair off and on for about 35 years now, and I've done a bunch of research in the last 8 years or so, looking at how people, particularly wheeled mobility device users, how they make their way through the environment. And over my research, over this time, I've really started to focus on navigation. And so I think what's really critical before you jump into thinking about, okay, here's all the things that I can do in terms of navigation, it's really about understanding how someone moves through the environment. And this goes from the planning stage through the actual activity, and even afterwards in terms of reflection. So if I get home and I had a bad experience, that's going to impact the next trip. So it's really important to take into consideration sort of those elements. And so what I've done is based on some of the more traditional literature that focuses on able-bodied navigation, and again, the research that I've been a part of is looking at navigation as being a combination and connected wayfinding and wayfaring. So wayfinding, most people understand, it's how do you get through the network of streets and sidewalks and whatnot to go from where you are now to where you want to get to. But wayfaring is often something that's not taken into consideration. That's where accessibility issues are critical. But it's not just that. It's safety. Can I actually enjoy the trip? So something might be accessible, but if it's so onerous, or if it's just not going through an environment I like, I'm not likely to take it. And I mean, that's a universal thing, regardless of disability. There's also when you're looking at accessibility, there can be barriers in the environment. So those are obstacles that stop you from being able to continue along on your journey. And then there's burden. So burden might mean, yes, I can get from A to B, but I had to go up a slope of 10% for several hundred meters. And I just, ultimately, it ended up being a barrier unto itself. Or again, it made the trip so unenjoyable that I wouldn't want to go to that destination. And as well as their temporal things. And I think a lot of those slides that Mir showed with the snow, I've heard of snow. We don't get that here in Vancouver, but it's also, time of the day, traveling at night has many
many issues, and I've had people say to me, "Oh, why don't you wear a colored jacket or something like that?" And that's not, I mean, that might sound like a good idea. It's not something I'm going to do. Or I was at a conference where somebody said, "Oh, what about putting a flag on your chair?" Like, you know, it's more than just what works. It's also how you interact with the world and what works for you. So again, those are other things to take into consideration. And then information. That I think is critical to what we're talking about today. Information is something that in the disability world is really lacking, because I think when it comes to municipal governments, they're very fearful of saying what it is that they don't have. And so, but if we can start to show where things are good and where people can go, that's definitely a step in the right direction. And ultimately, it's contextual. So for me, a trip that I'm going to maybe go for a job interview, I want to reduce the burden, reduce my effort that I'm going to have to take, because I don't want to get all sweaty or something like that. Or maybe I do want to push myself. So it's that whole idea of, it's not only is it personalization around what my accessibility needs are, but I have other things that I'm interested in that will determine how my navigation challenge plays out. So based on the research that we did involved a lot of, you know, asking people about their demographic situation, their preferences in terms of a lot of what we're doing recently is around parks. So, you know, what is it that they want to do? When do they want to do it? You know, seasonal, the obvious seasonal responses have been, no one likes winter, except for one person in our survey ranked it number 1. Everybody else ranked it number 4. Also, it's that, and what I talked about before in terms of planning, is there the information available on websites to be able to make those plans? So if even something can be perfectly accessible, and we do a great job there, if I don't know it's accessible, it's not accessible. And then ultimately, we took people into the field, and one of my studies where I just gave somebody a map. I said, here's where you are, there's where you're going. Draw the route that you think you want to take, go ahead and do it. And then we found that you know, manual wheelchair users ended up going about 50% further than the shortest possible distance. And that was their primary strategy for getting someplace. So obviously, things are not working there in terms of supporting navigation. So what we've done is we're using a qualitative GIS approach, where we're able to bring in data from qualitative data, quantitative data, and spatial data, bring it all together and try to identify patterns. So this map is a map of a park where there's a bunch of features, where we had people have quotations that they said during the, as we interviewed them, these are the things that they said. They rated some of the interactions with features, the accessibility of those things. And so what we're hoping to do is, once we take our, I think we've got about 50 people that we're doing this with, see if there are patterns in there. Maybe it's based on gender, maybe it's based on the mobility device they use. This project happens to involve people with all types of disabilities, including visual and cognitive and hearing. So it'll be interesting to compare those, how those challenges play out in parks. And I think this is completely transferable to the urban environment. I mean, it'll be different, but it's transferable. And so again, what we're definitely seeing is that wayfaring and wayfinding interact with each other. For instance, when I'm going through a park like this, I think Mir showed this with my my eye tracking. Fortunately, he used the right one. Most of the time I'm looking at the ground, because that's my main concern, is not having my casters hit a pebble. It just takes a tiny pebble to get in front of that caster and stop me, or stop my chair, not me. I would continue forward. So the way I look at it is through this information horizon model. And what it is there's sort of these 4 horizons of wayfaring and wayfinding information that can be available to me. So in the personal horizon or personal space, I can see very detailed wayfaring information, like
are there pebbles, or how hard is it going to be to take those next 2 pushes, or maybe for someone who's walking those next few steps, so that I can maneuver at a micro level. And then there's the foreground space where, again, the that wayfaring information is pretty good, but I'm starting to get some more wayfinding information that helps me. Oh, I see that ahead that there's a street that's coming up. I know I'm going to be turning. And then you go to the background where you're really much stronger, or more detail, or more about wayfinding information about, I can see in the distance that there's a crest that I'm going to have to go up that hill. And then ultimately at the highest level is this sort of global type of information. Like in Vancouver, we have the North Coast Mountains. We can always use those to figure out which way north is. So, very beneficial to wayfinding. And again, it's all about that mixture of wayfaring and wayfinding information that helps me get to where I'm going. So on the ground, it looks just like this. So again, the personal, foreground, background, and global space helps me get along this path. Now, this is a very simple situation where it's linear, so I don't have to worry about too much. I can focus more on the wayfaring, but this is rarely the case. So ultimately, to inform these navigation aids, and in particular, some of the smart cities type information, it's really about being able to figure out what's really the important information that needs to be communicated, and how does it need to be communicated. So often we'll have find out there's just either too much or too little, or it's too complex. It's not personalized for what I need in terms of my ability to make it to my destination. And you have to deal with this continuous flow of information, this barrage of information, and it needs to be simplified so that you can make those quick decisions on the move, because you don't want to have to stop every 2 minutes and look at maps like my participants ended up having to do, even though they were only going someplace that was 600 meters away. So using the model, I think it helps to provide some guidance as to how these AR navigation tools can be constructed that can be personalized to meet diverse needs. And I think, again, Mir probably, I believe, touched on a lot of that. And the tools that can help to design. So one of the things I'm looking at is a conceptual framework for someone who's designing a space that could provide them with prompts as they're developing things that would be based on the underlying topography of the environment and features in that environment, so they can say, oh, this is, maybe you need a sign here, or you need to ensure that the surface is very smooth, because you're going to miss a sign if the environment is too difficult. So yeah, so that again, it's a lot about understanding the technology, but if you don't understand how people actually move through the environment, then you're not going to ultimately get to what you want to achieve. So one. Bon, c'est le tour de Juan. OK. Bonjour tout le monde. Mike, don't worry about, I just put my slides in English, so maybe you can catch some ideas and we can exchange after that. Mais je vais parler en français, ça va être plus facile pour moi aussi. Et je vais présenter quelques... OK. Est-ce que c'est OK pour vous? Il faut le mettre juste en mode présentation. OK. C'est bon. Donc, aujourd'hui, je veux parler sur un sujet très ponctuel, c'est sur l'aspect social, ce qu'on vient d'écouter par rapport au projet qu'Emir nous a présenté.
et aussi sur les idées de Mike. Donc, une idée que je veux partager avec vous, c'est la complexité qui existe en société. D'un côté, certes, vous avez plein de nouvelles technologies, vous avez des projets qui sont très prometteurs, mais en même temps, vous devez comprendre comment les individus s'approprient ou pas de ces nouvelles technologies. Et pour comprendre ça, certaines personnes vont parler d'aller à la rencontre de ces individus. Comment ces individus s'informent, c'est tout à l'heure qui disait Mike, et il a plein d'informations, mais comment on peut la centraliser, comment on peut faciliter les choses. Mais l'information n'est pas interprétée de la même façon par tout le monde, et cela dépend justement des caractéristiques individuelles, mais aussi du contexte social dans lequel la personne évolue. Donc, pour ça, il faut comprendre que d'un côté, nous, on propose des technologies, nous, on propose des solutions aujourd'hui sur de la mobilité pour des personnes vivant des situations handicapantes. Mais en même temps, il existe un contexte, une ville, par exemple Québec, Vancouver, c'est pas le même contexte social, c'est pas la même accessibilité au niveau de l'espace physique. Donc, tout ça définit les solutions qu'on propose, mais en même temps, cet espace définit, mais en même temps, les solutions définissent l'espace, comment on commence à l'adapter. Donc, c'est un peu, c'est le principe des récursions, c'est-à-dire les humains vont définir l'environnement, mais l'environnement en même temps va définir la société. Pour cela, une proposition, c'est aller à la rencontre des personnes, c'est l'ethnographie relationnelle. C'est-à-dire, l'ethnographie, déjà, c'est écrire sur l'être humain, sur les sociétés, c'est l'écriture, c'est étudier en détail comment ces groupes d'individus vont évoluer dans un espace particulier. Mais il existe aussi d'autres façons d'assimiler ce phénomène, et ce n'est pas forcément aller sur des groupes bien définis, sur des quartiers, sur des villes, mais plutôt aller sur des relations, sur des phénomènes qui sont complexes, car on sait bien qu'il y a plein de facteurs qui sont impliqués. Donc, d'un côté, par exemple, dans les cas de la mobilité, certes, il y a les personnes qui utilisent les technologies, mais en même temps, il y a des groupes qui vont être autour de cette personne. Par exemple, l'université, les chercheurs vont proposer certains éléments, les réseaux de transport aussi impliqués dans cette mobilité. Donc, on ne va pas aller chercher seulement un quartier, mais on va aller chercher un phénomène qui se développe un peu comme un flou dans la ville, un mouvement, c'est-à-dire on va surtout aller chercher les phénomènes de la mobilité. C'est quoi la mobilité inclusive en ville, plutôt qu'aller cerner un quartier. Donc ça, c'est important au moment, même pour vous, quand vous allez proposer des solutions technologiques, de penser aussi non seulement à un quartier en particulier, mais comment ces quartiers s'insèrent dans une logique de ville. Donc ça, c'est important, ça c'est l'ethnographie relationnelle. Et ce que je vous disais tout à l'heure, l'ethnographie, c'est voir les points de vue des participants. Et donc, moi, je vais proposer aujourd'hui de vous permettre en fait, de réfléchir à cet aspect social dans les solutions technologiques. Certes, comme disait Mir tout à l'heure, aujourd'hui, on a plein de capacités à développer, ça démocratise de plus en plus, mais on a besoin aussi de savoir comment ces personnes utilisent la technologie. Et c'est là que j'arrive au point central de ma présentation, c'est les attentes contextuelles. Comment les attentes contextuelles vont définir la façon comme la personne va utiliser cette application, comment la personne va utiliser son fauteuil roulant, comment la personne va appeler les services de transport adaptés. Et tout ça dépend non seulement de la performance technique de cette application, qu'aujourd'hui, heureusement, ça se démocratise, donc les coûts de production en échelle aussi, c'est très, très abordable pour des équipes de recherche. Mais aussi, il y a l'expérience de cet individu. Donc, un exemple très simple, une personne en fauteuil roulant veut aller à un club de sport. Par exemple, elle veut jouer du hockey, des hockey adaptés. Cette personne a une expérience de vie personnelle avec ses appareils connectés, avec les téléphones.
mais aussi au moment où la personne utilise cette application, ce que disait Mike tout à l'heure, est-ce que je dois être à tout moment en train d'actualiser l'application pour que l'application me donne des informations en temps réel? Quand je suis en train de me pencher sur l'application, mon rôle social avec les groupes, avec la personne que je suis en train de partager va changer. Donc, cette sensation des changements par rapport à cette interaction sociale, ça influence aussi l'utilisation de cette application et comment je vais, au fur et à mesure, donner la confiance nécessaire pour accepter cette technologie dans ma vie. Donc ça, c'est très important. Il n'y a pas seulement les côtés de performance technique, il y a aussi tous ces aspects sociaux qu'il ne faut pas négliger. Et là, il y a quelques exemples. Et là, la question serait plutôt, on est en face d'un boom des smart technologies, des technologies intelligentes, mais aussi on devrait plutôt penser à comment la technologie devient utile dans nos vies quotidiennes. Certes, on a beaucoup de capacités à développer de nouvelles technologies, mais jusqu'à quel point cette technologie est à nos services ou finalement c'est nous qui sommes au service de la technologie. Donc ça, c'est une branche, je vous invite à la consulter, c'est le Digital Humanism, comment la technologie peut se humaniser, et ça c'est très important dans la mobilité aussi. Et on arrive à la mobilité inclusive dans la ville. Ça vient du modèle du PP, de production sociale d'handicap qui avait nommé tout à l'heure Mir, du professeur Figuerolas. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça permet à la fois de comprendre que la technologie, c'est un point essentiel dans cet environnement, mais aussi il faut prendre compte de l'environnement physique, de l'environnement social, de la corporalité de la personne, comment cette personne vit son handicap, parce qu'il n'y a pas un handicap, il y a des personnes qui vivent des situations différentes. Donc, chaque situation a le mérite de proposer de nouvelles solutions. Donc, ça, c'est intéressant de l'inclure dans ce type de recherche. Donc, dans mon cas particulier, avec l'équipe MAP, Mobilité, Accès, Participation, on propose justement cette approche ethnographique des relations dans la ville de Québec pour comprendre comment ces espaces publics, que ce soit les réseaux de transport, la RTC, comment les technologies, que ce soit les Mobilisic qui proposent MIR, comment ces espaces, comment cette dimension individuelle, parce que je vais à la rencontre des participants, parce que cette personne va me donner une histoire de vie, un parcours, une biographie, en fait, comment ça s'intègre dans la compréhension des situations handicapantes au niveau du plan moteur des personnes à Québec. Donc, les objectifs sont deux objectifs principalement, c'est comprendre cette complexité dans la ville, comment ça influence les trajectoires de vie dans la ville, mais aussi principalement identifier les barrières à l'inclusivité, c'est-à-dire les barrières sociales qui vont empêcher que cette personne accepte ou non une technologie. Donc, les messages aujourd'hui, c'était ça. C'est une présentation très courte, mais surtout pour permettre en fait de poser plein de questions sur le côté social et aussi vous inviter à qu'on puisse échanger sur cet aspect social et technologie que ce genre de projet pourrait susciter en vous. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Franck. Charles, à vous. Oui, je vais reprendre. Merci à vous trois pour cette belle et exhaustive présentation de vos travaux. Je pense que ça touche vraiment beaucoup d'aspects. Il nous reste une dizaine de minutes pour des questions. Donc, je vais me tourner vers l'assistance. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour Mir, Mike et Juan? Soyez pas timides. Moi, j'en aurais. Ben, vas-y. Ouais. Ça a été abordé au départ, le concept de crowdsourcing, donc le capteur citoyen. Et je me demandais, parce que ce qui semble être nécessaire à vos applications, c'est le plus d'informations
on a, le mieux c'est, si je comprends bien. C'est vraiment très, très, très détaillé. Et je me demandais si vous aviez établi une espèce de protocole pour le crowdsourcing. Qu'est-ce que les gens devraient être à l'affût? Qu'est-ce qu'ils devraient rechercher dans leur environnement, à identifier? Quels sont les enjeux pour les personnes à mobilité réduite, avec des incapacités? Donc, est-ce qu'il y a un protocole qui existe pour les gens qui voudraient participer à l'effort collectif, disons? Merci beaucoup. C'est une excellente question. Je dirais qu'il y a une mixité d'informations et des méthodes qu'on peut établir pour diriger un peu de façon soit objectivement l'information qu'on cherche. Et pour ça, il y a des recherches au centre de recherche en fait, Osiris qui met en place des outils de mesure qui est vraiment, là, c'est très objectif dans le sens que qu'est-ce qu'il faut mesurer pour analyser l'accessibilité, supposons, d'une entrée d'un bâtiment ou entrée d'une salle de toilette. Donc là, c'est vraiment, il faut avoir ces composantes d'information qui entrent dans un outil qui combine ensemble pour se prononcer sur l'accessibilité de l'endroit. Mais l'autre aspect, c'est plutôt non, c'est vraiment pas guidé. C'est vraiment, c'est nous en étant proactifs pour aller chercher dans les réseaux sociaux, dont d'ailleurs Juan est expert ici pour les réseaux sociaux et comment on peut utiliser l'information qui n'est pas nécessairement destinée à mesurer l'accessibilité, mais c'est nous qui fouillent dans ces données-là pour extraire l'information qu'il faut. Et évidemment, on revient à tout ce qui est le data mining, la sémantique et évidemment les méthodes qui sont établies pour ça, là, pour obtenir ce qu'on cherche. Voilà. Parfait. Merci. Avec plaisir. Il y a d'autres questions pour Mir et son équipe? Moi, j'en ai une, s'il n'y en a pas. Moi, je trouve particulièrement intéressant ou important là, ce que Juan a présenté aussi en complément de ce que Mike et toi avez présenté. Là. Le principal défi, c'est comment incorporer cette connaissance-là, cette perception-là, ces connaissances-là dans un système informatique. Là, tu sais, donc, je sais que vous aviez commencé, là, tu l'as présenté dans ta présentation là, avec une ontologie, c'est une façon de faire, mais est-ce que, et puis là, je ne veux pas griller de punch, hein, mais je veux juste savoir un peu plus comment vous envisagez finalement d'intégrer cette connaissance-là dans les systèmes de la navigation, dans la connaissance ou l'appréhension du milieu. Là, tu sais, je trouve que c'est un défi majeur, en tout cas. Juan. Oui, c'est tout à fait un défi majeur, n'est pas seulement au niveau des collectes de données, parce que c'est du qualitatif, c'est du détail, c'est du temps, mais aussi c'est par rapport à la communication qu'il y a, et vous l'avez bien remarqué, entre les sciences sociales et les sciences informatiques, même si aujourd'hui cette passerelle devient plus facile à franchir, enfin à construire, c'est toujours un défi pour les disciplines de communiquer. Mais je pense, par exemple, pour un exemple concret, c'est avoir une application, certes, avec des protocoles en informatique qui marchent pas. Ensuite, faire ce genre de tests in vivo, vivo live, c'est-à-dire des laboratoires en ville où on propose de tester une certaine application avec un groupe délimité. Là, il y a des remontées de données de comment on utilise certaines applications. Et là, ça devient intéressant. C'est-à-dire, il y a une sorte de feedback au niveau informatique de l'utilisation. Et ensuite, les personnes qui vont développer cette application pourraient se pencher sur comment on peut améliorer ou comment on peut appliquer les retours d'expérience qu'ont eu les utilisateurs. Mais ça devient, encore une fois, à méthodologie de travail plutôt que je pense que ce n'est pas impossible, mais il y a toujours des méthodologies de travail à affiner. Ok, merci. On a une question d'Andréane Blaquette qui parle d'ethnographie relationnelle.
quelle est la meilleure manière d'entrer en communication avec les personnes pour cerner les barrières singulières de leur mobilité? Oui, tout à fait. La personne n'est pas une personne qui a souffert un accident, peu importe lequel, et elle va rentrer en réadaptation, pas comme un bras qui ne marche pas ou des jambes qui ne marchent pas, mais avec tout son univers. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est de comprendre comment cette personne, au niveau familial, travail, loisir, développe cette mobilité et c'est quoi finalement la participation sociale pour cette personne. Donc effectivement, il faut élargir un peu les champs, on n'est pas ciblé seulement des individus, on n'est pas des individus isolés, mais en même temps, et c'est la paradoxe, on doit tenir compte des particularités de l'individu. Donc, Juste pour ajouter que côté ta question, Thierry, au niveau technologie, évidemment, en tant qu'outil de navigation, là, une des choses qu'au CIRIS c'est très commun, c'est l'étude d'utilisabilité et satisfaction. Donc, c'est vraiment, il y a des protocoles très bien établis. Je veux dire, pour chaque technologie, évidemment, ces protocoles-là sont différents. Et une des collaborations qu'on a avec Claude Vincent, un des professeurs chercheurs là-bas, et une des choses qui fait établir ce genre de protocole et voir comment les gens adaptent le plateforme physique, le contenu informationnel en termes d'utilisabilité finalement et aussi l'accessibilité dans le sens de prix où tous ces aspects-là sont importants dans l'effet que la personne éventuellement adapterait la technologie pour son usage quotidien de mobilité. Donc, c'est sûr que ça va être dans une échelle, mais de l'autre part, on parlait des travaux de Juan et dans le contexte d'un partenariat avec RTC, là, en disant qu'il y a des millions de dollars qui sont investis pour adapter les bus qui deviennent accessibles. Mais finalement, les statistiques des gens avec des incapacités qui prendront le bus actuellement, ça ne représente pas tous ces investissements finalement donc, ce n'est pas juste en rendant des choses accessibles qui va automatiquement, disons, amener les gens à prendre plus le bus finalement. Donc, c'est là que la technologie, comme les réseaux sociaux, on disait dans les cadres des études antérieures de Juan, et ça permet vraiment d'influencer finalement, c'est la perception finalement, c'est ce qui se passe ici en disant que je pense que ce n'est pas accessible. C'est suffit de dire que OK, je n'irai pas prendre le bus, mais que donc il faut non seulement travailler sur la technologie et l'environnement physique, mais aussi sur la perception des gens et c'est là que ça amène des bonnes questions, disons, des approches sociales là, pour considérer ça. Donc, c'est vraiment un tout ensemble. Je voulais juste ajouter, parce que là, je vois la question sur l'écran et je pense que je n'ai pas répondu à la question, je n'avais pas compris. Comment rentrer en communication avec les personnes pour cerner les barrières singulières? Donc, je pense que quand vous posez la question à la personne sur leur identité, vous rentrez justement dans cette dimension individuelle. Et pour poser des questions sur l'identité, normalement, on va chercher des mots qui évoquent certains univers. Donc, quand vous posez la question, qu'est-ce que ça vous évoque, la vie dans votre quartier? Qu'est-ce que ça vous évoque, la mort? Qu'est-ce que ça vous évoque, les transports en commun? La personne va réfléchir, certes, par rapport à son bagage individuel, mais forcément, elle va s'insérer dans un contexte social. Donc, il ne s'agit pas de dire ça c'est singulier, ça c'est collectif, mais surtout d'aller à la rencontre de la personne, poser la question directement, parlez-moi des 1, 2, 3, les questions que vous avez à poser. Merci Juan pour ce complément. Il est midi, j'aurais eu encore plein d'autres questions sur notamment les enjeux éthiques ou les impacts sociétaux de ces technologies-là, mais on va faire ça pour une voix off. Donc, je vais vous remercier tous les trois pour cette très belle présentation.
Et puis, remercier tous ceux qui sont venus au webinaire. Donc, on vous tiendra informé des prochains webinaires aussi à venir. Donc, merci et puis bonne journée à tous et puis merci à vous tous. Merci Thierry. Merci Bye. tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup et au plaisir de vous Merci croiser. Mir, Mike. Merci. Merci Hossein Charouchi. Bonjour. Je vois beaucoup de noms qui, quelque part, ont contribué au projet. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye bye.